Bonjour à tous. Aujourd'hui une première vidéo qui va parler d'articles scientifiques et de comment on les écrit, comment on les publie, comment on les juge, comment on les utilise. Et pour rendre ça pas trop lourd, je ferai plusieurs vidéos en parlant d'un article précis à chaque fois. Pour cette vidéo, je suis tombé dans Le Monde sur un article qui parlait du papier de Van Ham et al. Dans le journal People and Nature. Le et al, que je mets après le nom du premier auteur, c'est l'abréviation de la locution en latin et ali, qui veut dire et autres. En gros, c'est pour éviter de citer toute la liste des auteurs, qui peut parfois être longue. Tiens, parlons-en de la liste des auteurs d'un papier. Ici, vous avez la première page donc, de l'article de Van Ham. Donc vous avez ici le premier auteur, Gaspar Van Ham, et ensuite 4 autres auteurs. Généralement, le premier auteur, donc Van Ham, c'est celui qui a probablement eu l'idée de l'étude, qu'il a probablement menée et écrit et soumis. Le dernier auteur, c'est généralement celui qui va superviser l'étude, ou qui va superviser le premier auteur. Donc si c'est un doctorant, ça va être son directeur de thèse. Si c'est un chercheur d'une équipe, ça va être le directeur de l'équipe, etc. Et ensuite, les autres auteurs, on va généralement les classer par ordre de quantité de travail qu'ils vont avoir fait dans l'article. Donc le deuxième, normalement, c'est celui qui a fait le plus de travail après Van Ham. Enfin ça, c'est une règle assez établie, mais désormais, dans beaucoup de journaux, on va avoir la liste des auteurs et ce qu'ils ont fait. On va regarder ça. Généralement, ça arrive à la fin du papier. Ici, on va regarder les author contributions, donc contribution des auteurs. Donc, vous avez ici donc les initiales des différents auteurs et on va vous dire ce qu'ils ont fait. Donc les trois là, G, VH, MSS, MVN, ils ont donc eu l'idée, ils ont designé donc la méthodologie. GVH et MSS ont collecté les datas. GVH, TQM et VN ont fait l'analyse des datas. GVH et MSS donc, ont conduit l'écriture du manuscrit. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est eux qui ont écrit probablement le premier brouillon et ont ensuite été complétés par les autres qui ont aidé, etc. Il y a une dernière phrase généralement qui veut dire que tous les auteurs donc, ont bien participé. Donc critically, ça veut dire que leur contribution a été importante, elle a été substantielle et qu'ils ont approuvé à la fin pour pouvoir publier. C'est-à-dire qu'avant de publier, il faut que tout le monde soit d'accord évidemment. Donc si on revient à la première page, vous avez donc le titre, les auteurs, l'affiliation des auteurs, donc ces petits chiffres-là vont donner à quel labo appartiennent ces auteurs. On va avoir également généralement la correspondance, c'est-à-dire en fait la personne qu'il faut contacter si on veut des PDF de cet article ou si on veut des informations sur cet article. Et ensuite, donc on a d'autres informations comme qui a financé, etc. Mais bon, on va rester là pour l'instant. Je continuerai à vous expliquer un petit peu la structure d'un article au fur et à mesure. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos grands singes. En effet, dans leur article, les auteurs parlent des risques de transmission de maladies entre les humains et les grands singes. Dans leur article, les auteurs expliquent qu'avec l'augmentation du tourisme animalier, la mise en contact fréquente entre les animaux sauvages et les hommes augmente la probabilité de transmission de maladies dans un sens ou dans un autre. Pour éviter ce genre de contamination, parmi d'autres stratégies, une règle internationale recommande de rester à plus de 7 mètres du grand singe. Cette distance avait été déterminée à la suite d'une étude en 2007 qui montrait que les gouttelettes pouvaient voyager jusqu'à 6 mètres. C'est évidemment peu glamour quand on veut faire un selfie pour filmer auprès des amis et de la famille. Et de nombreuses études ont montré depuis que cette règle était peu respectée. Vous pourrez trouver les références dans le papier de Van Ham. Pour étudier si ces règles étaient suivies en général, Van Ham et al. Ont étudié des photos. En fait, sur Instagram, ils ont fait la recherche Gorilla Tracking et Gorilla Tracking et ont récupéré plus de 18 000 photos publiées entre le 2 décembre 2012 et le 14 octobre 2019. Ils ont fait une sélection en fonction de divers critères, comme garder uniquement les photos avec le gorille des montagnes, garder une seule photo dans une série faite par un seul individu, etc. Ils ont ainsi obtenu 858 photos, sur lesquelles ils ont ensuite mesuré la distance entre l'humain et le gorille. Les principaux résultats sont les suivants. La grande majorité des photos se font avec une distance de moins de 4 mètres entre les deux. Les auteurs ont également testé différents paramètres, comme l'effet du pays dans lequel cela a été fait, l'effet de l'âge du gorille, ou le sexe de l'humain. Ainsi, par exemple, cette distance est significativement influencée par l'âge du gorille.
on s'approche plus des jeunes que des adultes. Et les femmes s'approchent plus des jeunes que les hommes, alors qu'il n'y a pas de différence entre les sexes quand ce sont des gorilles adultes. Et ça, c'est un souci étant donné que les jeunes ont un système immunitaire moins développé et risquent plus de contracter une maladie. L'article est intéressant, mais un peu anecdotique. Les données utilisées sont originales, mais elles présentent quelques défauts. Elles ne peuvent par exemple pas indiquer quelle est la proportion de personnes qui s'approchent sur la totalité des touristes qui vont voir les grands singes. Est-ce que c'est réellement fréquent? Moi j'aime bien l'originalité de l'approche, et le journal probablement aussi. L'intérêt de cet article, c'est qu'il confirme les résultats d'autres études sur le manque de distance que certains touristes mettent entre eux et les grands singes, pour appuyer sur le fait qu'il faut faire attention au contact entre touristes et grands singes. Bien que le tourisme ait été stoppé un moment pendant la pandémie de Covid, certains pays ont repris leurs activités, car elle est source de nombreux revenus pour la population locale. Du coup, de nombreux chercheurs demandent alors un renforcement des règles sanitaires, avec notamment la proposition du port du masque. Pour les humains, pas pour les gorilles. Ceci n'est pas inutile car les cas de Covid-19 ont déjà été avérés chez les gorilles dans un zoo de San Diego. Mais comment cette transmission est-elle possible chez les gorilles? Tout simplement parce que le récepteur ACE2, on en a déjà parlé, l'angiotensin converting enzyme 2, qui permet au coronavirus d'entrer dans les cellules, est très similaire entre l'homme et certains singes, les grands singes ainsi que les singes africains et asiatiques. Tous ces singes sont donc susceptibles d'être sensibles au coronavirus. Du coup, il y a des chercheurs qui les utilisent pour faire des études sur le virus, sur les modes de transmission, sur les vaccins et notamment sur les macaques rhésus. Je vous avais dit que la liste des auteurs pouvait être longue. On peut le tester également sur les grivets. Eh oui, les deux faces d'une même pièce. Une pour protéger et une autre pour étudier. En tout cas, si vous le pouvez, évitez d'approcher des gorilles des montagnes à moins de 7 mètres.